Jean-Michel Charpin, du Cercle des économistes, va présenter cette session. Jean-Michel. Oui, merci Nicolas. Les organisateurs m'ont dit que notre sujet, l'innovation, et donc notre session, notre table ronde avait eu beaucoup de succès et ça va nous contraindre, vous contraindre Nicolas, à organiser une certaine rotation à la tribune. Je remercie ceux qui acceptent de monter uniquement dans un second temps. Tout ça n'est pas bien grave et je suis sûr que Nicolas arrivera à gérer ça dans la bonne humeur. C'est assez normal que notre session ait eu un certain succès dans la constitution du panel et probablement dans l'assistance aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui se situe dans la ligne droite de ce qu'on vient discuter dans la session précédente et qui est clairement tout à fait au cœur du sujet d'ensemble des rencontres économiques. Chacun comprend bien que si l'Occident peut maintenir dans l'avenir ses capacités compétitives, s'il peut justifier par rapport aux autres zones du monde son niveau de vie comparativement élevé, ce sera par l'innovation. Et l'innovation se diffuse dans le monde de plus en plus rapidement, pour des raisons que chacun comprend bien, la mondialisation, l'élévation générale de niveau d'éducation qui permet d'importer les innovations, qu'elles soient technologiques ou pas, de plus en plus rapidement après leur naissance. Le savoir-faire considérable aujourd'hui d'un certain nombre d'entreprises dans le monde émergent, tout ceci fait que l'Occident doit renouveler sans cesse son stock d'innovation. L'innovation, il y a des définitions savantes par les économistes, le manuel d'Oslo qui avait été élaboré sous l'égide de l'OCDE, des définitions juridiques aussi, parce qu'il y a un droit de la propriété intellectuelle qui joue un rôle considérable sur ces sujets-là et donc qui a donné lieu de la part des juristes à des définitions complexes, mais en fait, tout ceci n'est jamais très éloigné du sens de l'innovation dans le langage courant, et donc on peut s'en satisfaire. Ce qui est plus important, en revanche, toujours discuté, complexe, c'est la liaison entre l'innovation et le progrès technique. Il y a eu beaucoup de progrès techniques au pluriel au cours des 10 ou 20 dernières années dans le monde. Ceci a été à la source d'innovations considérables, de création de nouveaux produits nombreux, de création de nouveaux services, d'évolutions très importantes aussi dans les procédés de fabrication. Mais il y a aussi beaucoup d'innovations qui sont d'une nature différente, qui viennent plutôt de l'adaptation à la demande, de l'adaptation aux nouveaux modes de vie, aux possibilités nouvelles offertes par la mondialisation, et y compris beaucoup d'innovations qui prennent un peu de tout ça. Dans le papier introductif qu'il y a dans le dossier qui a été distribué, j'ai cité par exemple le Vélib, les aliments bio, les chaussures Geox, qui sont des innovations très importantes, mais qui recourent à la fois à des progrès techniques, des adaptations à la demande et l'utilisation des possibilités de la mondialisation. Pour les économistes, il me semble que deux sujets dominent. Le degré de concurrence optimale. D'une part, pour inciter au changement, il faut favoriser la concurrence sur les marchés. Il ne peut pas y avoir d'esprit de conquête si les positions acquises sont décidées une fois pour toutes. Mais en même temps, il faut aussi permettre aux innovateurs de rentabiliser les coûts de l'innovation, ce qui suppose de les protéger pendant un certain temps. C'est un arbitrage délicat qui ne peut être fait qu'au cas par cas et qui reviendra tout au long de notre table ronde. Le degré de concurrence, donc c'est quelque chose de fondamental, ça fait partie, c'est un des éléments de cet écosystème de l'innovation dont la littérature est pleine et qui intègre aussi les politiques de recherche, les politiques d'éducation, les politiques financières, les politiques fiscales. Au-delà de la création de ces écosystèmes favorables à l'innovation, il y a régulièrement la tentation de favoriser l'innovation sur des projets particuliers, dans des secteurs particuliers,
par des entreprises particulières. Cette tentation est légitime, que ce soit par des subventions, par des financements privilégiés. En même temps, chacun sent bien qu'il y a un risque permanent de gaspillage, un risque permanent d'éléphant blanc. Et là aussi, pour notre panel, il s'agit de discuter comment sélectionner intelligemment ceux qui vont bénéficier de ces dispositifs particuliers. Et je fais confiance à Scott et aux autres membres de notre panel pour nous éclairer sur ce sujet. Merci. Merci Jean-Michel. 4 intervenants dans cette première partie. L'introduction sera faite par Scott Stern. Je vais lui donner la parole dans un instant, du MIT. Et puis 3 autres experts, innovation. Christian Lajoux, donc du LEM. C'est, pour le dire crûment, le lobby du secteur pharmaceutique. En tout cas, c'est le représentant des acteurs de ce secteur. René Stechien, donc un chef d'entreprise. Le groupe SES, c'est un des leaders mondiaux de la télécommunication par satellite. On parlera avec lui innovation par les services. C'est un aspect très intéressant qui est à souligner dans cette session. Et puis Osamu Motojima, directeur général d'ITER, donc le nucléaire, évidemment, l'énergie, source majeure d'innovation. On commence par l'introduction avec vous, Scott Stern. Je vous laisse la parole. Donc du MIT, vous enseignez l'innovation technologique, l'entrepreneuriat et la stratégie d'entreprise. Ça tombe bien, la parole est à vous. Okay. Thank you so very, very much for having me here at this wonderful conference. And what I want to do in the short time that I have to start out our discussion, first let me apologize for speaking in English. My 10 minutes would comprise about 4 French sentences if I spoke in French. So what I wanted to do was sort of set the context for our discussion over the next 90 minutes. In particular, we have a wonderful group of policymakers, practitioners, and others, and I think it's really important, particularly given the broader theme of this conference, to think about the role that innovation plays in competitiveness and the role that innovation plays in shaping and lifting up prosperity both for France and globally. I would like to make basically 5 interrelated points. The first of those is that ultimately, innovation has the potential to transform and alleviate the most pressing social, political, and economic challenges that we face. That having been said, innovation isn't free. Our best understanding is that innovation is going to require long-term commitment in resources, human, financial, and infrastructure. Precisely because innovation requires effort, requires commitment, requires passion and a long-term view, there are only a certain number of places around the world that have been successful at really fostering an effective and dynamic innovation-driven entrepreneurial ecosystem. Ultimately, innovation isn't random. It emerges in regional innovation ecosystems, not all the time, but by and large. How do we set up those ecosystems? I'm going to talk there about the role of innovation policy, incentives, institutions, and policy. And then I'll close in some remarks, and hopefully I think our panel will kind of get to this, is really with all that kind of background framework, the fact is that the very nature of innovation is changing. In fact, some of the most intensive innovation that we've been doing over the past few decades, particularly in the information technology sector, particularly in ways that have opened up new vistas around globalization and healthcare, are changing the very nature of how we innovate going forward. So, before we're going to talk, our very excellent panel comes from an incredibly diverse set of industries and contexts, and I want to sort of make sure that I say that innovation is enormously diverse. There's going to be no one-size-fits-all policy for all kinds of innovation, for the broad range of innovation activities that people have been talking about. I just want to sort of make just one kind of contrast between 2 products that are closely now linked to the French system. One, for example, are the kinds of innovations that are being done by companies like Sanofi Aventis. I'm more closely knowledgeable about their
about Genzyme, in their partner now, their acquisition in Cambridge, Massachusetts, which is sort of coming up with therapies that can actually save children's lives who would ultimately have died, but those therapies cost, and the price per therapy is more than $100,000 US per year. On the other hand, right, the nutritional bars, Plumpy Nut, a wonderful French innovation that has probably done more over the past 5 years to alleviate desperate hunger in very truly poor environments around the world. Now, the French company that produces the Plumpy Nut, these little kind of nutritional bars, has received much criticism because they have a patent on that. But a good question is, in the absence of that patent, would Plumpy Nut have been commercialized and helped those children in such a dramatic way? So once again, we're going to have to think very hard about the different contexts and diverse environments and applications that innovation plays into. With that said, there are some very fundamental drivers of the ability of economies and companies to innovate at the global frontier. Ultimately, there are kind of really some fundamental drivers of the national or regional innovative capacity of a particular place. That includes some kind of very basic investments in a common innovation infrastructure, the kind of basic rules and policies, building a science and engineering workforce, creating access to risk capital. At the other side, innovation is actually done, by and large, in companies, real companies that are competing often quite locally in very dynamic regional clusters. And the nature of those clusters is going to be different across different regions throughout the world and in different contexts. And ultimately, one of the great challenges of innovation policy, and the challenges for this panel, I think, is thinking of how to bring those broad commitments, essentially large educational commitments to build a science and engineering workforce. Is that being linked up effectively with the specific needs and requirements of the industries in which a particular region has comparative advantage? So let's kind of think about that as we go forward. Getting to those kind of commitments, one of the big pieces of that is the building of an innovator workforce. At an earlier panel today on education, a question came up in the question and answer session about whether or not current models of prosperity, right? So there was a kind of, let's, kind of upgrade everything on education, but there was a question about what are the kinds of training that will be required, what's the kind of educational commitment that's required in order to build an effective innovator workforce. One of the things coming from the perspective of the United States, and I know is also a challenge in Europe, is a less interest on the part of young students to enter science and engineering and mathematics fields, STEM fields. Okay? Over time, there has been a significant increase in the total level of individuals, both at an absolute level and on a global basis, involved in R&D and in doing innovation and in doing essentially trying to, essentially their job is being part of that innovator workforce. One of the interesting challenges for economists and for policymakers in this area is that even though we now spend a lot more on innovation, our overall TFP growth rate is at best constant, and obviously even the context of this conference is that all the Western economies are facing the most difficult economic challenges that they've faced in the last 70 years, despite that very significant innovation investment. And there's a good question that I get asked all the time is that why isn't that innovation investment we've made paying off? Two other pieces around that I think speak a bit to the broad themes of this conference is the changing global nature of innovation. One piece around that is that 30 years ago, the fact was that the United States, in part because of the context of the post-World War II era, the United States was the dominant producer of innovation at a global level. There were some small exceptions to that, of course. That having been said, over time, there's been great convergence. Lots of OECD countries are in the innovation game, have their comparative advantage, their competitiveness founded on innovation. But most recently, the most important thing that has happened is the rise of a true innovator workforce and innovative capacity among a group of emerging Asian economies, most notably China.
I have a group at MIT that's sort of working on a China innovation, kind of understanding the China innovation landscape. And after, oh my goodness, only 2 minutes. Oh, okay. Thank you for the warning. I'll try to be good. The one thing I'll say is that no matter how fast you think China is growing, its innovation capacity is growing much faster. Okay, I don't have that much time, so I'm going to skip this next slide. The second part of what I wanted to say really is grounded in the idea that innovation is an intensely local activity. Still, even though the innovation is for global markets, we see these hot spots around the world, whether or not it's Singapore, Israel, Silicon Valley, the area that I'm around. I'm in Cambridge, Massachusetts. Areas, even in the Toulouse area, probably does more innovation around Toulouse in France that has a global impact than much of the rest of France combined. The reason I mention that is that means that we should be looking for what are the policies and activities that those regions have invested in that allow those hotspots to emerge. And that gets to my last kind of broad theme, which is around innovation policy. In the interest of time, I'm not going to talk too much about, let me say just a few kind of brief words. The first is that over the last 15 years, a very significant body of evidence has been assembled that really talks to how important incentives are, how important intellectual property is, and how important are institutions. And let me clear, of course, getting the details of that is complicated. So on the one hand, there's a large body of work now that really says that one thing, the patent system is very complicated. Of course, one case can get decided one way or the other. But one thing the patent system absolutely does is help products get to market. It allows trade in the market for ideas, the market for innovation, that allows, for example, a small entrepreneur to work with a bigger company to achieve a licensing deal. And that's important, for example, in areas like biotechnology. On the other hand, for the most upstream research, sometimes allowing people to get strong patents can get in the way. So for example, in some work that I've done with Philippe Aghion, who's also here, I'm not sure if he's in this room, right, we've showed that, for example, the work by the US government in actually kind of leaving to kind of looser intellectual property in the area of mouse genetics actually led to an explosion of experimentation, diversity, and innovation by kind of freeing up the intellectual commons. Finally, I want to make the point that the nature of innovation is itself changing. One of the most important things that we've innovated in over the past 40 years has been the information technology revolution. Moore's Law is arguably the single most important factor shaping everything that we do. And okay, I'll be 30 seconds. Okay, and I think that it's fair to say that that not only has provided us our iPhone so we can all talk to our children, even though whatever, so on and so forth, but what it's done is it's changed the nature of how we innovate, how we gather knowledge, how we accumulate it, how we produce new knowledge going forward. And it's led to the rise of new institutions, whether or not it's Wikipedia, Creative Commons, the X Prize, so on and so forth. Finally, with that very success comes a whole new set of challenges. Global warming is the consequence of innovations from the 19th century. Right? We came up with great innovations that powered and created energy for one generation, and now we have to address the consequences of those prior innovations with a new round. With that said, I look forward, and with that said, and the question is, how do we then ensure that we will have the capacity to innovate going forward, given these global challenges? Thank you. Merci. Je vais donner la parole à Christian Lajoux, donc du LEM, les entreprises du secteur pharmaceutique. On parlait du changement dans la nature de l'innovation. Je crois que vous allez justement nous parler des mutations de l'innovation dans le secteur de la pharmacie et de ses implications. Christian Lajoux. Exactement. Et en résonance avec ce qui vient d'être dit, d'abord, oui. Là, ça marche, non ? Là, voilà, pardon. Voilà.
exactement, et en résonance avec ce qui vient d'être dit, je vais revenir sur ce point-là. Pour les entreprises du médicament, vous l'avez dit, c'est un lobby, pourquoi pas, après tout, j'en accepte l'augure, mais c'est surtout une industrie en France qui emploie plus de 100 000 personnes, et en France, dans le monde, qui a surtout permis de guérir un cancer sur 2, pas uniquement en France, mais dans le monde, parce qu'on l'a dit, c'est international, l'innovation aujourd'hui. Ça permet également aux malades du sida de vivre à peu près normalement avec les trithérapies qu'on leur propose. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une industrie du vaccin dans le monde entier qui a permis également d'éradiquer un certain nombre de maladies, même si aujourd'hui, malheureusement, certaines d'entre elles réapparaissent. Alors la nature de l'innovation a effectivement complètement changé. On a longtemps été dans l'innovation incrémentale dans notre domaine d'activité. Aujourd'hui, les autorités, pour de multiples raisons complètement légitimes, n'acceptent plus l'innovation incrémentale, ou en tout cas n'acceptent plus de la rémunérer. Donc il appartient pour les industriels du médicament, pour les industriels de santé, d'être aujourd'hui dans l'innovation de rupture. Je ne reviens pas sur les propos de l'orateur précédent. Il est évident qu'aujourd'hui la connaissance est absolument internationale et que l'innovation pour l'industrie pharmaceutique s'inscrit dans cette dimension internationale. Alors on a longtemps parlé de chercheurs qui trouvaient des médicaments quelquefois un petit peu par hasard, de façon tout à fait aléatoire et par chance. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas et aujourd'hui, il convient d'organiser les conditions qui permettront à la recherche dans le domaine du médicament de générer de l'innovation. Ça passe très clairement par ce qui vient d'être dit, les clusters, les pôles de compétitivité et des écosystèmes. Il convient d'organiser ces écosystèmes, mais à nouveau, il faudrait redire, et je parle sous le contrôle de l'orateur du MIT, tous les pays du monde aujourd'hui n'organisent pas nécessairement une recherche dans le domaine du médicament. C'est un point important. Il doit y avoir une douzaine de pays dans le monde qui consacrent réellement, enfin qui organisent réellement des écosystèmes qui permettra à cette industrie pharmaceutique de participer à l'innovation de rupture. Et j'aurai l'occasion d'y revenir très rapidement tout à l'heure. Quels sont les atouts de la France? Parce qu'il y a des atouts aujourd'hui en France. Quels sont les atouts de la France dans cette compétition internationale, compétition entre les pays et entre les entreprises? La recherche aujourd'hui dans le domaine du médicament, et ce n'est pas une spécificité du médicament, se fait beaucoup plus en amont, dans une approche qui doit être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus pontée sur le monde académique, sur le monde universitaire, beaucoup plus collective, alors que longtemps l'industrie pharmaceutique avait plutôt tendance à conduire sa recherche de façon peut-être un petit peu en silo. Extrêmement important de recourir à l'ensemble de disciplines qui n'étaient pas nécessairement les disciplines que l'on exploitait dans le domaine des sciences du vivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait de plus en plus qu'il va falloir appliquer à la biologie les mathématiques, la physique, le numérique, effectivement, qui sont des éléments extrêmement importants. La question de l'amortissement de la recherche se pose de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il est courant de dire que les industriels du médicament n'avaient pas réellement des problèmes de marge, je ne vais pas du tout contredire ici ce propos, mais le temps passant et la médecine étant de plus en plus ciblée, les contraintes des gouvernements et des États se manifestant avec beaucoup plus de rigueur sur l'évaluation du médicament, c'est vrai que la question du retour sur investissement se pose. Beaucoup dans le monde de l'industrie pharmaceutique au niveau international pensent qu'aujourd'hui, malheureusement, 1 euro investi en termes de recherche ne rapportera en retour sur investissement 0,7. Ce qui nous amène au constat suivant, à savoir que le problème de l'innovation de rupture dans notre secteur d'activité aujourd'hui est peut-être moins une question de ressources à investir. Et on pourrait critiquer éventuellement l'industrie du médicament d'avoir investi énormément de ressources en recherche avec insuffisamment de résultats. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est réellement la question de la structuration de cette recherche. C'est-à-dire comment, avec pratiquement les mêmes sommes d'argent et peut-être même moins d'investissement demain, une organisation différente des écosystèmes permettra vraisemblablement d'être demain plus efficace. On l'a constaté, il y a eu certaines formes, comment dirais-je, de gâchis peut-être dans les investissements qui ont été réalisés dans l'industrie des sciences du vivant par rapport à certains résultats, encore que je ne veux pas oublier les résultats importants qui ont été réalisés, mais il y a peut-être eu une mauvaise utilisation des sommes qui ont été investies et aujourd'hui il faut y revenir.
Je ne reviens pas sur tous les points qui ont été soulignés, hein, c'est-à-dire nous sommes dans un domaine où le principe de précaution joue un rôle extrêmement important, où la propriété intellectuelle joue un rôle extrêmement important, où l'émotion, où la relation sociale qui existe entre le malade, le médicament, les familles des malades, le médicament et cette industrie, et quelquefois les capitalisations de cette industrie, pose de multiples interrogations dans la société. Il ne faudrait pas que ces interrogations occultent la nécessité de rentrer aujourd'hui dans une véritable démarche stratégique. Je termine par ce point. Quels sont les atouts aujourd'hui? Quels sont les atouts de notre pays dans la compétition internationale? Parce que j'insiste bien, il s'agit d'une énorme compétition internationale. Eh bien, là aussi, ils sont nombreux, nos atouts. D'abord, je vais revenir rapidement sur la période qui vient de s'écouler, avec la mise en place d'un crédit impôt recherche qui est parmi les plus performants aujourd'hui au niveau mondial, avec le Conseil stratégique des industries de santé, qui est un lieu de rencontre entre les industriels internationaux et l'État pour créer les conditions d'un écosystème positif pour générer de l'innovation de rupture. Il y a les investissements du futur qui participent également à cette démarche. Et phénomène peut-être qui n'a pas été très spectaculaire, mais beaucoup plus nouveau, la mise en place des IHU dans le pays et la mise en place des IRT, qui ont fait appel pour la première fois à des jurys internationaux, avec la volonté de hisser la recherche française, qui est d'une très grande qualité, dans son évaluation et dans son appréciation, de la hisser au niveau des pôles, des clusters internationaux en termes de qualité, en termes de capacité précisément d'organiser l'écosystème que j'évoquais tout à l'heure. Ça fait partie des atouts positifs. Parmi les clignotants et les points qui sont peut-être plus préoccupants pour nous, industriels du médicament, c'est la capacité de faire la synthèse entre les énormes ressources, l'excellence en termes de recherche et souvent en termes de structure que nous avons dans le pays, et une politique d'accès des nouveaux médicaments aux patients et d'accès au marché, puisqu'il faut bien parler de marché. Et malheureusement, aujourd'hui, d'un marché qui est complètement décroissant depuis plusieurs années et qui va continuer à décroître, ce qui n'est pas un point positif par rapport à un écosystème qui a beaucoup évolué, mais les investisseurs seront toujours extrêmement attentifs au retour sur cet investissement. En conclusion, innovation de rupture aujourd'hui, avec une difficulté à faire passer l'innovation scientifique au stade de l'industrialisation, et je dirais même au stade de la pré-industrialisation. La personne de MIT a souligné le rôle que Sanofi avait joué dans le domaine, enfin dans le rachat de Genzyme et dans le développement des biotechnologies. Il est évident qu'un des points faibles de notre pays pendant des années a été effectivement notre capacité à développer des biotechnologies, encore que, parenthèse, nous sommes un grand pays du vaccin, biotechnologie par excellence, et je ferme la parenthèse. On sent bien qu'il y a souvent la difficulté de transformer le capital, le fort capital scientifique que nous avons, y compris souvent en brevets, avec des brevets qui partent dans d'autres pays, et à faire rentrer ce capital scientifique dans une phase de pré-industrialisation qui rejoint un certain nombre de problématiques qui ne sont pas propres à notre industrie, mais que l'on retrouve avec les petites entreprises ou avec les moyennes entreprises, et qui est un problème général. Donc qui repose la question, globalement, de l'écosystème tel que je l'évoquais tout à l'heure, le rôle entre les grandes entreprises, les petites entreprises, les biotechnologies, les structures de recherche, l'hôpital, puisque nous sommes dans le domaine de la santé, et avec un point faible dans notre pays, et je termine sur ce point-là, ce qui est le capital risque. Point faible en France, point faible en Europe, c'est le rôle que doivent jouer les capital risqueurs par rapport à l'innovation. Merci Christian Lajoux. Après la pharmacie et les mutations de la nature de l'innovation dans ce secteur et ses contraintes sur lesquelles on pourra revenir, les télécoms, avec le groupe SES donc, et son patron René Stéchen, donc je le disais, l'innovation par les services, c'est le point sur lequel vous pourriez nous éclairer à présent. C'est à vous.
Si le micro daigne Hein? marcher. Ah, ça va. La Société européenne des satellites est une société luxembourgeoise qui a été fondée il y a à peu près 25 ans. Et la création de cette société en elle-même a été une innovation. Par deux points. Le premier point, c'est que nous avons mis en œuvre une technologie nouvelle. Donc la conception de l'époque, c'était qu'il fallait un satellite pour la couverture d'un pays, alors que nous avons initié une couverture pour toute l'Europe. Le deuxième point, c'est que la colocation de plusieurs satellites sur une position orbitale a été la première fois expérimentée. Cela permettait une augmentation radicale des chaînes qui pouvaient être transmises d'une seule position orbitale et d'un autre côté une sécurisation mutuelle des satellites. Notre premier satellite qui a été lancé en 1988 transmettait 16 chaînes programmes. Aujourd'hui, nous transmettons plus de 6000 programmes de télé et de radio. Ceci est seulement une partie de notre activité puisque nous transmettons par ailleurs un nombre innombrable, nous établissons un nombre innombrable de liaisons de communication pour des entreprises, pour des opérateurs de télécom, pour des institutions publiques et également pour des agences gouvernementales. Voilà brièvement la présentation de la société. Maintenant, les télécommunications, c'est un marché très dynamique et changeant. Or, d'un autre côté, le projet de lancement d'un satellite, depuis sa conception jusqu'à la fin de la vie du satellite, est une œuvre de longue haleine qui dure à peu près 20 ans. Donc, il y a également à la clé une dépense importante de l'ordre de 250 millions d'euros avant la première entrée d'argent. Et puis, d'un autre côté encore, chaque projet de satellite est unique en ce sens qu'il est conçu pour une région, pour un travail spécial. Et d'un autre côté, donc, il faut, si on parle de la rapidité des changements dans la communication, il faut qu'il y ait une fiabilité pour que le satellite, du moment qu'il est lancé, soit fiable pendant la durée de vie, puisqu'il est à 36 000 km de la Terre et qu'on ne peut pas intervenir sur le satellite pendant cette durée. Donc, d'un côté fiabilité, d'un autre côté particularité du satellite. C'est ainsi que chaque particularité du satellite doit avoir fait ses preuves, tant en ce qui concerne la plateforme que les panneaux solaires, le système de propulsion, les batteries. Donc tous ces morceaux de satellite doivent avoir été testés avant, donc éprouvés dans d'autres satellites pour qu'on ait une certaine sûreté pour ce qui est du fonctionnement du satellite. C'est la raison pour laquelle une équipe d'ingénieurs est sur place chez le constructeur lorsque le satellite est bâti. Donc il est très, très important de ce côté-là qu'il y ait une relation de confiance mutuelle entre celui qui commande le satellite et également celui qui le construit, au-delà d'une relation purement contractuelle. Cette recherche de la fiabilité n'exclut pas l'innovation pourtant. Donc nous recherchons cette innovation dans cette relation de confiance avec les constructeurs, d'une part, et nous avons également initié des projets de recherche avec des universités. Nous avons des contrats de recherche avec les universités de Princeton aux États-Unis, de Louvain en Belgique et au Luxembourg même. Voilà pour donc notre velléité de poursuivre le développement des satellites pour les rendre plus conformes aux besoins du marché. Est-ce qu'on peut revenir à l'aspect innovation par les services, parce que le temps nous presse un petit peu, s'il vous plaît. Oui.
Donc, dans le marché des télécoms et de la vidéo, il y a des changements très rapides. Il devient de plus en plus important pour les opérateurs de satellites d'être à même de concurrencer des technologies de distribution alternatives, d'être plus près du marché, d'être prêt à des changements. Et le défi le plus important à cet égard est de parvenir à une flexibilité d'équipement pour les satellites en orbite, c'est-à-dire la possibilité de modifier les satellites lorsqu'ils sont en service, leur zone de couverture, et également des missions spécifiques. Voilà pour la finalité en soi des initiatives qu'on prend, et cela se répercute sur plusieurs postes. D'abord les lanceurs. Pour les lanceurs, le coût est actuellement par kilo moindre pour les gros satellites, et à moyen terme, on cherche quand même à améliorer à 50% la possibilité pour les lanceurs le coût des lanceurs. On va le faire, et on va le faire par le remplacement du carburant qui est actuellement employé par l'implication d'électricité et de la force solaire. Donc, pour le long terme, actuellement, un lanceur coûte environ 100 millions d'euros. Et on espère pouvoir réduire ce coût à long terme, c'est-à-dire dans un espace de 10 ans, on peut l'améliorer probablement de 400%. Deuxièmement, deuxième poste pour Je vous demanderai d'accélérer un petit peu, je suis désolé, mais combien? Le temps nous est vraiment D'accord. compté. Combien vous dites? 1 minute? 1 minute, ça va. Donc, pour la configuration des satellites, il y a certainement des progrès à faire. Pour la flexibilité de l'équipement du satellite, pour les stations terrestres également, il y a des progrès à faire. Et puis le contact avec la clientèle, qui est un point très important pour nous. Il y a régulièrement des enquêtes d'opinion pour augmenter l'attractivité de la communication par satellite, l'efficacité également. Comment la satellite peut rester le système de communication de pointe. Et à cet égard, il y a également des progrès à faire pour ce qui est de la communication par satellite pour l'Internet. Et on est en train de lancer un projet qui s'appelle O3B, The Other 3 Billion, pour apporter la bande large et l'Internet aux populations qui se trouvent autour de l'équateur. Et il y a également une initiative de notre part pour communiquer par satellite dans la maison même, et pour lancer la connexion avec l'Internet et le satellite. Voilà pour les initiatives qu'on prend. La rentabilité et l'accès au financement, je n'en parle pas parce qu'il n'y en a pas chez nous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les conclusions sont que, pour notre part, des innovations constantes et prudentes sont essentielles pour maintenir notre technologie accolée aux réalités et aux besoins du marché. Le coût, la flexibilité, la fiabilité sont des moteurs pour le développement du spatial, c'est certain, et le soutien du consommateur est primordial pour l'utilisation et l'attractivité du satellite. Merci beaucoup. Voilà, si je résume. Donc des technologies éprouvées, donc pas forcément les plus innovantes pour les satellites, mais en revanche une innovation dans les services rendus aux clients. Merci René Station. Je vais passer la parole tout de suite à Osamu Motojima, donc le directeur général d'ITER, dont le projet majeur évidemment est situé pas loin d'ici à Cadarache. C'est à vous, vous avez 6 minutes, merci. Thank you very much, Chairman. Ladies and gentlemen and distinguished guests, I'm very happy to come here to meet you to introduce ITER project. It is International Test Experimental Reactor Project by 7 members. And this is the innovation
for the new energy energy source. I will explain this in the about 5 minutes from now. So this is the world's biggest project contributing to the new development of energy source and also to the world peace and non-proliferation issue. So I'm very happy myself. My background is scientist and came from Japan 2 years ago as DG. And I'm very happy to introduce myself and my wife there. The reason is for us to come to France is innovation. So we are very, very grateful since France is the host country of this big project in Provence. And our French government and the local governments are contributing to this project a lot. Provence City is also, so first of all, I thank this to all of you. You are the taxpayer and the stakeholder. So what is fusion? Do you know fusion reaction is the energy source of the sun. So Provence, we have a lot of sunlight, but it is produced 0.5 million years ago at the core of the sun. And fusion energy produced in the sun needs to long time to come to the surface, as I mentioned, 0.5 million years. And from the surface to the sun, Earth, I think 8 minutes are necessary. Therefore, the light right now is produced by fusion 0.5 million years and 5 minutes ago. So ITER is the innovation, the project to realize this reaction, fusion reaction, safely on Earth. So let me shortly introduce you the mechanism and also how safe it is. The fuel for the fusion reaction. This is nuclear reaction. But we don't utilize uranium or plutonium. We utilize deuterium and tritium, different material, and increasing the temperature up to more than 100 million degrees C, then fusion reaction occur, like at the core of the sun. So once we realized this reaction, then one of the fuel, deuterium, is abundant in the seawater or in your body. This is not radioactive material. In the usual water, around 0.03% are included. And with low cost, we can produce fuel. So you see, after realizing this innovation, fusion energy, then we can survive more than 10,000 or 20,000 years. This is the biggest objective of ITER project, to demonstrate this reaction is safely possible. So the machine construction will be completed 2020. And real 500 megawatt production experiment will start 2027, so very near future. So this is the major point of ITER project, and in the big project, to keep schedule on time is quite important, my responsibility. So I have to keep schedule within 10 minutes, 2 minutes I will complete. So let me explain. No CO2 emission and any trouble occur. Any machine is made by a human being cause trouble.
but reaction automatically stops. This is the biggest advantage. And again, I touch the basic reason why project was signed up by 7 members: China, Europe, India, Japan, Korea, Russia, and Japan. United States. So, no to Japan. So, all intellectual property achieved by ITER project will be unanimously shared. So this is a very important point. So I always encourage every member to have enough high level of research and resources and industrial background to absorb or accept the output of ITER project. ITER is the International Engineering Reactor, but in Latin, it is the road to the future. It has a meaning. All right, so I will stop. So last, I want to introduce you one prediction by Nostradamus recently I found. You know, he was born in Provence area. He was a doctor, and he found the pest was carried by mouse. And one of his predictions, on the bank of the river Durham, so Mercury and Manon being back to back. Mercury and Manon had the meaning business, and good businessman and bad businessman. I think this predicted the present situation of economic crisis, I think. And the next sentence, 2 suns will rise over Provence. Which one the sunflowers will track? So 2 suns, one is sun. Another one, I believe, ITER. So sunflower, the famous flowers in this area, I think this is the stakeholder and taxpayer. So let's make you to look ITER. Merci Thank pour you very votre much. enthousiasme. On va commencer par Carsten Fink, chef économiste de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc l'enjeu clé de la protection de l'innovation. C'est à vous. Vous avez 5 minutes vraiment pour que chacun ait la parole et qu'ensuite on puisse un petit peu discuter. Merci de votre compréhension. Merci, messieurs. Je peux me faire comprendre en français, mais c'est plus facile pour moi en anglais. Donc, si vous permettez, I will also speak in English. Since we are short on time, what I thought I'd do, at the World Intellectual Property Organization, we are a multilateral organization, and I think we have not a unique, but we have an interesting view of what's happening in different parts of the world. So I think in the first part, I'm trying to be a little bit journalistic and just present you some facts and figures on what is happening on innovation in the world. And in the second part, I will be a little more speculative. I'm going to talk about the changing nature of innovation and just introduce one element that I think is quite important and quite interesting. Now, if we look at innovation, as economists, one of the first indicators we turn to are statistics on research and development. And we know they're highly imperfect in measuring innovation, but it is one of the few data points we have. If you look globally at expenditure on research and development, they have pretty much doubled between 1993 and 2009 in real terms. In 2009, about 70% of global research and development expenditure still took place in high-income countries. And what is interesting about this, the global distribution of research and development expenditure is more concentrated than the distribution of global economic output. That being said, middle and low-income countries have clearly caught up. The share of low and middle-income countries has increased by 13 percentage points between 1993 and 2009. And what is fascinating about this, and Professor Stern alluded to this is entirely, to me, a story about China. China alone accounts for 10 percentage points of
those 13% that I mentioned. And I'm glad that Professor Stern ran out of time, because otherwise he would have probably stolen my thunder. If one looks at patent applications, we are responsible for collecting data on patent applications around the world. One sees that the number of patent applications has increased from around 800,000 per year in the early 1980s to about 2 million these days. And again, China stands out as the only country, as the only non-high income country that really has seen exponential growth in patent applications. And if one looks at other forms of intellectual property, this is even more dramatic. If one looks at industrial design applications, more than 50% of the industrial design applications filed in the world these days are filed in China. And if you think about it, this is really mind-boggling. This is a country that still accounts for slightly more than 10% of the world's GDP, yet they account for more than 50% of international design filings. Just to underscore this point on China, and I guess we could talk 2 hours about China here, but what is interesting about China, China has an R&D intensity ratio these days of about 1.5%, which is totally out of line with China being a middle-income country. If you compare that to, say, a country like Mexico, Mexico, in terms of GDP per capita, is twice as rich as China, yet has a ratio of R&D and GDP of about 0.4%. China's R&D to GDP ratio compares to that of Portugal. Portugal, obviously, in a situation of crisis, but still Portugal is a country that in terms of GDP per capita is 3 times as rich as China. Now, what explains this? And I think part of the story we probably know, China is a country with an extremely high rate of savings that generates a tremendous pool of investment, and some of that investment has clearly gone into the creation of innovative capacity. I think we can also say that a lot of that is directed by policy. One may call it industrial policy, but one may also call it innovation policy, and one could almost argue it follows textbook economics in a sense that it does try to address the many market failures that exist in the economic activity called innovation. Now, there are a lot more questions. Is it entirely benign what is going on in China? How much real innovation capacity is being created? The trends I showed you on IP filings, and in fact, it's the Chinese who are among the first to ask that question. What is the quality behind a lot of the intellectual property that is generated in China? And I think we're only beginning to understand, there's some studies emerging, in China and done elsewhere that I think give us a sense of what is going on in China. I would, however, argue it is probably, in terms of economic history, a largely unprecedented phenomenon. I think we know there is real innovative capacity behind it, but I think it will still take some time for us to assess, what the implications of all of that will be. Let me turn to the changing nature of innovation. We published a report on that late last year. And one of the arguments we make in that report is that if you look at the way innovation is conducted, one thing one can argue has changed. Just as you've seen a defragmentation of the manufacturing process, where different components of the manufacturing process can be geographically separated and undertaken in different parts of the world, one sees something similar in terms of the innovation process. And it was never the case that innovation was done entirely in-house. Firms have always collaborated with universities. They've always collaborated with other firms. But I think there are a number of reasons one can believe that something different is happening here. One is that I think technology itself has become more complex, and there are clear benefits from specialization. And sometimes specialization occurs around economic clusters, that exist in different parts of the world, and also that exist within different regions of economies. And I always use the example of battery technology. There are companies out there who are really good at finding ways to extend the life of batteries, but they may not be in the best position to manufacture all the applications that these days use batteries. And
You know, they can, however, take out intellectual property and license the patents that they generate, and therefore make their technology available to other firms. A second element that has driven this... 1 minute, you have 1 minute left. That's enough if my voice takes it that long. The other element that I think has driven greater fragmentation is, and Professor Stern alluded to this, the revolution that has taken place in the area of information and communication technologies. If you think of innovation, a lot of innovation is the processing of information, and to the extent that that is more easily communicated at a distance, it is really possible to separate different parts of the innovation process and locate it in different places. Sometimes that still takes place under the roof of one company. Sometimes it takes place in the open market. Finally, I think companies have realized that their cost savings by locating certain parts of the R&D and commercialization process into different countries. This is the traditional trade argument of exploiting comparative advantage. It has yet another dimension in a sense that companies also want to be close to the market because a lot of adaptive research and development that is going on that may not necessarily lead to technological breakthroughs, but that you actually want to have close to the market to respond to the needs of local consumers. Now, what does all of that imply for the future of innovation? I think, yes, that does imply certain challenges. I think probably in the Western world, there is the traditional fear of hollowing out. Maybe we lost at least, labor-intensive manufacturing, but our future is in knowledge-intensive activities. Is it that in the future, those knowledge-intensive activities will also take place in the developing countries? I think that is probably a view that is too pessimistic. I think there are grounds for optimism here, and I think there are real benefits of specialization, and I think that is something that I think in some sense will be the future of innovation policy, is really to identify the strength of your local economy and build on that and exploit this to the greatest extent possible. Having said this, I think to conclude on an optimistic note, I think the greater defragmentation of the innovation process also holds important opportunities precisely because it can increase the efficiency of the R&D process, it can increase the effectiveness of the innovation process, it can make use of resources that exist in different parts of the world, and maybe to go back to where Professor Stern started, if innovation really is the solution to many of the economic and social problems that we face, it is clearly something that society needs. Let me stop here and thank you all very much. Merci beaucoup. Clara Guémard, présidente de General Electric France, GE France. Vous êtes également avec nous, citée parmi les 30 femmes les plus influentes du monde du business par le magazine Fortune. C'était en 2011. Voilà pour vos qualités. Pardon ? Depuis, ça a bien changé. Ah, je ne sais pas, on verra. Voilà, vous allez nous parler également des enjeux de politique, d'innovation et peut-être des atouts de la France et de l'Europe, puisque c'est quand même l'idée de ces sessions, hein, comment l'Europe peut, avec ses capacités d'innovation, parvenir à se maintenir en tête. Allez-y. Oui, merci beaucoup. L'innovation, c'est prendre sa part de risque, et je vois que le Cercle des économistes a pris sa part de risque en permettant à une femme de parler de ce sujet aussi sérieux à la tribune. Et pour continuer sur la note optimiste qui a été soulevée par Jean-Michel Charpin et mon prédécesseur, je voudrais dire qu'on parle beaucoup de la crise en Europe, et c'est sûr que la marche qu'on a à franchir, j'espère que c'est pour la monter et pas pour la descendre, mais ce n'est pas de ce sujet-là dont je veux parler, c'est de faire un constat extrêmement simple, qui est qu'on parle énormément des pays émergents. On parle de la Chine, du Brésil, de l'Inde, comme des partenaires et des concurrents éventuels, mais on ne parle pas des technologies émergentes. Et on est dans un monde très particulier en ce moment, dans les années qui viennent de s'écouler et qui vont s'écouler dans les 3 années qui viennent, qui est que toutes les technologies
où la quasi-totalité des technologies qui vont changer notre futur et qui vont nous permettre de créer de la croissance et une croissance qu'on ne connaît pas encore, sont émergentes. Elles ne sont pas matures. Prenons quelques exemples. Vous prenez le solaire, vous prenez l'éolien, vous prenez l'efficacité énergétique, vous prenez tout ce qu'on tourne autour du cloud computing, prenez tout ce qu'on dit sur l'Internet des objets, le machine to machine, vous prenez tout ce qui est le véhicule électrique, tout ce qui est l'énergie distribuée, et je peux continuer, les nanotechnologies. Toutes ces technologies sont émergentes, elles n'ont pas trouvé leur business model, elles n'ont pas trouvé leur équilibre technologique, elles n'ont pas trouvé leur performance, et pourtant elles sont là, elles sont émergentes, et la plupart d'entre elles se passent en Europe. C'est pour ça que sur le long terme, à 4 ou 5 ans, moi je suis très optimiste pour l'Europe, pourvu qu'on franchisse le chemin jusque-là et que ce soit plutôt une montagne qu'un fossé, parce qu'une montagne, on peut l'escalader et la redescendre, tandis que le fossé, on peut tomber dedans et ne pas le remonter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire en sorte que ces technologies émergentes se passent en Europe, se passent en France, et qu'on reprenne une certaine forme de leadership sur ce qui va changer notre monde demain? Je vais faire quelques remarques dans le petit temps qui m'est accordé, mais je suis sûre de ne pas couvrir tout le sujet, et je suis sûre que mes voisins compléteront ces remarques. La première erreur, c'est de faire du saupoudrage. La France, pour parler d'elle, a des écosystèmes qui sont extrêmement puissants, on en a parlé tout à l'heure, dans l'aéronautique, dans les transports, dans la santé, dans l'énergie. Et l'énergie, ce n'est pas tout le débat sur la production énergétique, mais sur la distribution d'énergie et la distribution intelligente de l'énergie. Concentrons-nous sur ces secteurs où nous avons déjà une longueur d'avance, et si nous le faisons, nous pourrons continuer à définir les standards, à définir les modes économiques et les modes d'utilisation de ces technologies. La deuxième chose, c'est d'arrêter de penser que uniquement small is beautiful. Bien sûr, il faut aider les PME. Bien sûr, les PME sont un acteur majeur de l'économie française. Mais dans la recherche et développement, tout ce qu'on entend sur le fait que le crédit impôt recherche doit être recentré sur les PME serait une grave erreur. Je vous donne un exemple très concret sans vouloir focaliser sur General Electric. Nous avons investi en France sur un produit qu'on vient de sortir qui s'appelle Discovery, qui est une machine qui permet de faire de l'imagerie pendant les actes chirurgicaux. Cette machine, on l'a fait en partenariat avec une PME française qui s'appelle BA System, qui fait des engins de levage et qui avait un savoir-faire dans la technologie des lasers. On a fait d'abord faire entrer cette PME dans la haute technologie de la santé. On a travaillé avec le CEA pour faire une boule qui soit quasiment une roue, qui soit quasiment une complète boule. Et le CEA a la propriété intellectuelle et industrielle de cette technologie. On a travaillé avec le CNRS pour faire bouger ce Discovery dans tous les sens dans la pièce, qui possède aussi cette propriété intellectuelle. On a investi 35 millions dans la recherche, dans le processus industriel. Non seulement ce produit est produit en France pour le monde entier et déjà une success story à Chicago ou ailleurs, mais surtout, si nous n'avions pas pris la décision de lancer ce programme de recherche en France, il n'existerait pas ni pour aucun des acteurs qui sont autour de nous. Je peux prendre un autre exemple avec Henri Proglio avec EDF. On a monté un partenariat avec eux pour faire la Flex Efficiency, qui est une turbine qui combine toutes les sources d'énergie. C'est en France qu'on le fait, la première radio en France. On a une longueur d'avance en France. On le fait en partenariat avec des PME, des centres de recherche. Donc on a besoin des grandes entreprises, on a besoin qu'elles investissent en recherche et développement et qu'elles soient d'une certaine manière aussi le moteur de notre économie. La deuxième erreur qu'il faut essayer de corriger, on a parlé beaucoup de compétitivité, il y a une compétitivité hors prix qui me semble absolument indispensable, c'est la vitesse. Nous, la France ralentit pendant que le monde accélère. Guillaume Pratinal a sorti un bouquin très intéressant là-dessus. Nous crevons de la peur du risque, du fait qu'il faut toujours, dès qu'il y a un accident quelque part, faire une loi ou une réglementation. On pénalise ceux qui sont les entreprises vertueuses pour éviter un risque quelque part. Et on est en train d'étrangler le dynamisme de l'innovation. J'ai commencé en disant que l'innovation, c'était prendre des risques, en refusant le risque et en mettant des réglementations qui stoppent la vitesse.
La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on passe de plus en plus à une innovation qui n'est pas simplement une innovation technologique, mais qui est une innovation d'usage. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des produits, on ne fabrique plus simplement des produits, on ne fabrique plus simplement des services, mais on offre un usage. Ce qui veut dire qu'en termes de business model pour les entreprises, surtout pour des entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises industrielles et de technologie, on passe à une rémunération qui est le pay-per-use. Et tout ça, là, c'est aussi des innovations, non seulement de design, de service, mais des innovations d'usage où il va falloir trouver l'accompagnement public-privé sur cet aspect-là. Et je voudrais prendre un exemple qui est celui de la santé. On sait bien que la santé à domicile, c'est l'avenir pour les longues maladies, pour les maladies chroniques, pour la maladie d'Alzheimer, sauf que qui paye, comment ça s'organise, tout ça, c'est une innovation qui est une innovation sociale et sociétale, plus qu'une innovation technologique. Et pour terminer, et là c'est un sujet qui est au cœur des entreprises, c'est une question de management. On a recruté ces dernières années des gens qui étaient d'excellents exécutants, d'excellents experts, qui s'y connaissaient par cœur en process, pour essayer de faire en se disant que le risque, on l'évitait quand on faisait très bien son travail. On se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement le monde est plus risqué, mais il est de plus en plus imprévisible. Et comment recrute-t-on des gens qui savent créer, des gens qui savent inventer, et pas simplement des gens qui savent seulement bien travailler. Et en réfléchissant à tout ça, je voulais venir à la conclusion qui est que on parle beaucoup d'innovation, mais en fait, comment on crée l'innovation ? Tout simplement en permettant l'invention. Et pour permettre l'invention, il faut pouvoir recruter des gens qui sont originaux, qui soient hors du commun, qui ne rentrent pas dans les clous, qui n'ont pas forcément le profil qu'on attendait, ni le comportement qu'on attendait. Et finalement, quand on y réfléchit bien, l'innovation, l'invention, ça passe par le désir, ça passe par la création. Et ce qui fait la différence entre la création, l'innovation et la mode, c'est le fait de pouvoir avoir ici en France des gens qui respirent l'air du temps et qui savent dans l'air du temps y trouver l'éternité. Merci. Merci. Voilà. Clara Guémard à l'applaudimètre. En tout cas, vous gagnez haut la main. Je vais passer la parole à quelqu'un qui est spécialiste des questions de concurrence et de régulation. C'est Patrick Hubert, managing partner de Clifford Chance. Voilà, peut-être rebondir par rapport à ce que disait Clara Guémard. On étouffe sous le principe de propriété, le principe de précaution. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Merci. Ça marche ? Oui. J'avais envie de commencer en vous disant il était une fois dans l'Ouest, parce que ça pourrait introduire un conte de fées ou bien un western. Le conte de fées, je crois que c'est important de rappeler les fondamentaux. L'innovation à l'Ouest, elle est censée être encadrée par un système juridique qui met en tension trois démarches qui ne sont pas spontanément cohérentes. D'abord, on fait comme si l'inventeur était le vrai innovateur, c'est-à-dire qu'il avait fait tout ça tout seul, et on lui donne cette récompense absolue qui est le monopole sur son invention. Il peut en faire ce qu'il veut, ne pas l'exploiter ce qu'il veut. Et puis ensuite, deuxième temps, on se souvient que la société est là et qu'elle a joué un rôle quand même très important dans l'invention, et du coup, on oblige cet inventeur à rendre public son invention quand il dépose son brevet, et on limite dans le temps la durée de son monopole, ça retombe, comme on dit, dans le domaine public. Et puis troisièmement, on fait attention à ce que, sur la base de ce monopole, il ne développe pas de puissance, de pouvoir, au-delà de ce que l'on veut juste récompenser. Et donc on a le droit de la concurrence qui va l'empêcher d'abuser, finalement, de ce monopole. Ça, c'est le conte de fées, et il marche quand même très bien. Donc il faut être un petit peu prudent ensuite quand on se met à le critiquer. Alors, il y a des critiques sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, parce que quand vous avez trois forces comme ça qui sont mises en tension, il y a un problème de curseur. Alors peut-être que, par exemple, pour amortir la recherche pharmaceutique, il faudrait que le curseur soit un peu plus long et qu'on protège plus longtemps. Mais peut-être que dans les technologies de l'information, il faudrait que ce soit moins long. Jeff Bezos dit qu'il faudrait réduire la durée des brevets à 3 ans ou 5 ans dans ce domaine-là. Ou peut-être qu'il y a des mastodontes qui se créent. Par exemple, est-ce que la taille de Google, la puissance de Google est en rapport avec l'invention initiale ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un levier trop important ? Bon, mais il y a les autorités de la concurrence qui s'en occupent. Donc au fond, ce sont des sujets classiques quand on a des démarches
complexe, on bouge les curseurs, il y a des autorités qui s'en occupent, des régulations. Ce n'est pas un sujet, me semble-t-il, fondamental, il faut simplement le faire, avec une conséquence, c'est que ça crée de la complexité. Et c'est ça, je crois, le vrai débat aujourd'hui sur l'avenir de l'Ouest en matière d'innovation. Est-ce que l'Ouest n'est pas en train de mourir de la complexité de son système? Alors, tout ça est décrit par un jargon métaphorique, que je vais rapidement résumer. D'abord, ce qu'on appelle le patent thicket, le fourré des brevets. Quand vous lancez un téléphone Android aujourd'hui, d'après Google, il faut environ 250 000 brevets. Autrement dit, on n'a plus l'inventeur qui invente un produit, on a l'inventeur qui invente une micro-innovation, mais ce n'est pas un produit. Et celui qui veut lancer le produit, c'est ça qui nous intéresse au fond dans l'économie réelle, il est obligé de se demander s'il n'y a pas 250 000 brevets devant lui. Et par exemple, vous êtes BlackBerry il y a quelques années, vous avancez dans le patent thicket et tout d'un coup vous tombez sur ce qu'on appelle un troll. Le patent troll, quelqu'un qui a mis exprès un brevet sur votre chemin, que vous n'avez pas vu, et vous devez payer plus de 600 millions de dollars, c'est ce qui est arrivé à BlackBerry. Et puis vous pouvez avoir des gens qui pratiquent ce qu'on appelle le patent fooling. Ils vous voient en train d'innover et ils vont semer autour de vous des brevets assez proches de ce que vous faites. Et puis quand vous allez vouloir développer votre innovation, vous allez tomber sur ces brevets. Et pour terminer, le patent ambush, l'embuscade par les brevets. Alors vous êtes en train de négocier une norme, et puis l'une des entreprises qui négocie la norme dit il faut vraiment beaucoup de sécurité, c'est très important pour les consommateurs, tout le monde est d'accord. On se met d'accord sur un niveau de sécurité et on s'aperçoit en fait que pour atteindre ce niveau de sécurité, eh bien, il faut respecter un brevet que cette entreprise, si soucieuse de sécurité, avait pas nécessairement déposé avant, d'ailleurs, il était prêt, et en fait le brevet va apparaître. Alors, tous ces éléments de complexité et de méchanceté, si on peut dire parfois, eh bien, il y a des réponses. Il y a des réponses, par exemple, sur le patent thicket, alors on crée des pools de brevets, ou bien on fait des licences croisées, et puis on a des autorités qui viennent interdire un certain nombre de choses, qui viennent par exemple dire quand vous négociez une norme, vous devez tout mettre sur la table, et si vous avez des brevets, eh bien ils devront être licenciés dans des conditions équitables. Tout ça, évidemment, crée une couche de complexité supplémentaire, cette régulation, et par exemple, ces idées pour contourner ces difficultés. Et on en arrive à l'idée que ça devient tellement compliqué qu'on ferait peut-être mieux de renoncer à tout ça, d'où un certain nombre d'idées. Et si on renonçait au brevet, si on arrêtait tout, si on passait à un monde de transparence et d'ouverture complète, un petit peu inspiré du modèle académique. Et on va parler par exemple de l'open source en matière de logiciels. Alors c'est une idée, ce sont des idées très intéressantes, mais il faut faire attention, c'est que si on laisse tomber le système tel qu'il existe, la réaction normale, ça ne va pas être la transparence, ça va être le secret. Ça va être ce qui se passait il y a 200 ans ou 300 ans ou 400 ans. On allait enlever à Venise quelqu'un qui savait travailler le verre pour pouvoir travailler en France, parce que sinon on ne savait pas comment faire. Bon. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, et les systèmes qu'on rajoute à côté, comme l'open source, ce ne sont pas des systèmes de bisounours, ce sont en réalité des systèmes très sophistiqués, juridiquement sophistiqués, qui créent leurs propres problèmes, par exemple la viralité, c'est-à-dire qu'en fait, comme quiconque utilise une licence d'open source doit lui-même délivrer en aval une licence d'open source, vous pouvez vous trouver très en aval avec de la propriété intellectuelle qui est en quelque sorte marquée par l'open source et dont vous ne pouvez pas tirer de royalties. Parce qu'il y a un business model différent dans l'open source. C'est un business model dont Henry Ford avait rêvé dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ne vivre pas par des royalties, mais finalement par l'exploitation de votre innovation. Donc je ne crois pas personnellement que ce soit en laissant tomber cette complexité que l'Ouest s'en sortira. Je crois plutôt que c'est en la gérant, malheureusement, en gérant de façon complexe et en faisant évoluer de façon complexe un système complexe, et puis en acceptant aussi la naissance d'idées également complexes, comme l'open source, comme le Human Genome Project, par exemple, qui fonctionnent différemment, qui pourront fonctionner pour des clusters qui veulent ne pas être trop embêtés par le système de propriété intellectuelle traditionnel. Tout ça est très compliqué. Alors, finalement, est-ce que la question pour l'Ouest, ça n'est pas la capacité à gérer cette complexité qui suppose qu'on ait des personnes, des spécialistes. Par exemple, aux États-Unis, un des débats, c'est le manque de contrôleurs pour les brevets, ce qui explique que les brevets mettent très longtemps à être approuvés.
Mon sentiment, mais comme je suis avocat, on dirait qu'il faut prendre ce que je dis avec grain de sel, hein, mais c'est que finalement cette couche de complexité au-dessus, les gens qui vont gérer l'innovation, qui vont innover sur le cadre juridique de l'innovation, sont un des atouts de l'Ouest. Et c'est peut-être pas très enthousiasmant, mais c'est comme ça, me semble-t-il, que nous allons progresser. Merci. Merci. Dernier intervenant à prendre la parole, Jean-Louis Chaussade, donc PDG Suez Environnement depuis 2008. Quelque chose me dit que vous allez nous parler de l'innovation au service de la croissance verte. Oui, d'abord c'est jamais vous m'entendez là, oui. C'est jamais facile d'être le dernier à parler, donc je vais essayer d'être le plus didactique et le plus court possible. D'abord, je voudrais délivrer un message positif. Bon, moi, je pense qu'on parle de croissance, on parle de croissance verte. Je crois d'abord, le premier point, le point essentiel, c'est qu'on peut combiner croissance et soutenabilité de cette croissance. C'est-à-dire que je pense qu'on peut trouver un chemin qui permette à la fois de protéger la planète et de continuer à croître. Mais je pense que ce chemin, il passe essentiellement par l'innovation, mais par des différentes formes d'innovation et pas simplement, j'y reviendrai, sur l'innovation technique. Peut-être, pour commencer, en quelques traits, j'allais dire, essayer de placer le décor. Bon. Tout à l'heure, on vous a dit dans un des débats précédents que nous serions à peu près 9 milliards en 2040, c'est à peu près ce qu'on pense. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y en aurait à peu près 3/4 de la population mondiale qui vivrait dans des villes. Si je prends l'exemple simple de la Chine qui était rurale très rurale au début du XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est 50% de sa population qui vit dans des villes, et demain, ça sera 75% de sa population qui vivra dans des villes. Le problème de la Chine, c'est qu'elle aura 22% de la population mondiale et 8% des ressources en eau. Ensuite, je dirais que c'est aussi, évidemment, on voit arriver la fin des matières premières abondantes et bon marché. Alors, on pense beaucoup au pétrole. Moi, je vous dis attention aux matières premières minérales, autres. Et puis, je vous dis aussi attention à l'agriculture. Hein. Il va falloir nourrir ces 9 milliards d'habitants. Et ça pose un double problème. Trouver des terres et que la concurrence, d'abord entre les pays sur les terres, soit pas exacerbée, que la concurrence sur les différentes utilisations des terres soit pas non plus exacerbée. Puis n'oublions pas que l'agriculture, elle consomme 70% des ressources en eau aujourd'hui consommées par la planète. Enfin, il y a le réchauffement climatique. Alors vous me direz, ça va dire quoi le réchauffement climatique ? Très concrètement, ça va vouloir dire qu'il y a des villes qui aujourd'hui ont de l'eau, qui n'ont pas d'eau, n'auront pas d'eau demain. Comment on les alimente ? Et puis ça veut dire qu'il y a des villes qui auront des épisodes pluvieux extrêmement violents et qui conduiront à des inondations non maîtrisées, en tous les cas qui peuvent être catastrophiques. Donc on voit bien que ces quelques éléments de décor amènent à une conclusion assez simple, en tous les cas dans des métiers comme ceux de Suez Environnement, c'est que les business models, les modèles auxquels nous étions habitués aujourd'hui sont des modèles profondément dépassés. Et je vous en donnais un exemple qui touche la problématique des déchets. Autrefois, les déchets, c'était simplement l'élimination. Donc on les collectait, on les mettait dans des décharges. Aujourd'hui, les déchets, c'est de la collecte, c'est du tri, c'est de la valorisation. Elle peut être énergétique. L'environnement est un des plus grands producteurs d'énergie en Europe. Hein. On a l'équivalent d'à peu près, si je devais prendre un exemple, 2 centrales nucléaires classiques, donc 2 fois 1000 mégawatts de production. Bon, et puis après, si vous ne le mettez pas en production énergétique ou en valorisation énergétique, vous le mettez en valorisation matière et vous utilisez cette matière une deuxième fois ou une troisième fois. Donc, j'allais dire, voilà un petit peu le décor. C'est un décor qui change, des modèles industriels qui changent, et donc il faut s'y adapter. Alors, il faut s'y adapter évidemment par des innovations. Alors, quel type d'innovation pense-t-on ? Alors, évidemment, la première qui vient à l'esprit, c'est l'innovation technique. Elles sont multiples. Je vais pas revenir, mais je vais vous en donner là encore 2 ou 3. Par exemple, faire que les eaux résiduaires qui contiennent beaucoup d'énergie, on utilise cette énergie pour que les usines qui traitent ces eaux résiduaires deviennent à énergie positive et qu'elles produisent de l'énergie au lieu d'en consommer. Voilà un exemple parmi d'autres.
parmi d'autres. Tout à l'heure, je vous ai parlé des villes qui n'auront pas d'eau. Il faudra soit dessaler, soit réutiliser les eaux résiduaires en les traitant et en les utilisant pour, par exemple, l'irrigation ou l'industrie. Il faudra aussi, dans les innovations techniques, être innovant dans sa manière de rechercher et d'innover. Ma voisine de gauche, tout à l'heure, l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule grande entreprise qui imagine de tout trouver. Et donc l'innovation technique, c'est une innovation de partenariat. C'est-à-dire on sera 2, on sera 3. D'ailleurs, sur l'environnement, des partenariats avec GE, tout simplement parce qu'il y a des parties de la chaîne de valeur qu'on ne maîtrise pas, il y a des parties de la chaîne de valeur que GE ne maîtrise pas, et qu'on pense qu'ensemble, on peut maîtriser mieux et trouver des innovations qui permettent de répondre évidemment aux besoins de nos clients. Donc, voilà, quelques innovations techniques. J'en ajouterai une autre, c'est les fonds de capital risque. Alors nous, on en a un, il s'appelle Blue Orange. C'est un petit fonds, hein, on l'a doté d'une 50aine de millions d'euros sur une dizaine d'années. Bon, la première invention qu'on a captée, si je puis dire, en tous les cas qu'on a aidé, c'est une transformation de plastique non réutilisable pour en faire du gasoil que vous mettez dans votre voiture. Bon, c'est une innovation. Alors, elle n'est pas finie de découvrir, elle n'est pas finie de mettre en place. Est-ce qu'elle sera rentable? J'en sais rien. En tous les cas, le procédé, il semble marcher. Donc, premier type d'innovation, les innovations techniques. Deuxième type d'innovation, les innovations contractuelles. Nous sommes, dans nos métiers, confrontés à différentes évolutions contractuelles. Je vais les citer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, très vite. D'abord, avec nos clients. Nos clients ne nous font pas signer les contrats aujourd'hui que nous signions il y a 20 ans. En particulier, ils veulent beaucoup plus de transparence, ils veulent une meilleure compréhension de ce que nous faisons, ils veulent avoir des KPI, financiers ou pas financiers, et ils veulent pouvoir jauger de notre capacité à leur apporter un service correctement. Deuxième innovation que je cite, qui est importante aussi, la problématique des volumes. On a parlé de l'énergie, on pourrait parler du gaz, de l'électricité, on pourrait parler de l'eau. Dans nos pays, autant dans les pays en voie de développement, comme l'a dit Henri Ploglio tout à l'heure, la demande d'énergie est considérable, autant je pense que dans l'Europe, dans la vieille Europe, l'innovation, ça va être la réduction de la consommation énergétique. Mais alors, quel business model? Nous payons tous nos factures d'eau, d'électricité et de gaz en multipliant le nombre de mètres cubes par un prix. Si on veut faire baisser la consommation, c'est sûrement pas le meilleur modèle. Nous, on appelle ça transformer un modèle de volume en un modèle de valeur. J'ajoute que la vitesse de l'innovation est devenue telle et les transformations contractuelles sont telles que, bien entendu, je m'inscris complètement dans l'idée qu'il faut plus de brevets, il faut qu'ils soient raisonnables à déposer, facilement utilisables. Je pense qu'on a un travail considérable à faire dans ce domaine où toutes les choses sont devenues plus complexes et où finalement, ceux qui gagnent, ce sont les parasites, c'est-à-dire ceux qui, comme on l'a très très bien décrit, utilisent le brevet des autres pour s'enrichir. Ensuite, il faut conclusion. Je termine, car je n'ai qu'à 4 minutes. Pour l'instant, je dirais qu'il faut aussi On n'a pas le même chronomètre, mais allez-y. De l'innovation sociale, c'est-à-dire c'est à la fois les tarifs sociaux, la diversité, le dialogue avec la société civile. Et puis, je dirais, dernier point, il faut de l'innovation partenariale. On en a beaucoup parlé, mais ça se traduit aussi bien en termes de partenariat entre les entreprises qu'entre les partenariats et les États ou les entités publiques. Je pense qu'on peut aujourd'hui plus rien faire, que ce soit en recherche, en investissement. Et donc, globalement, il n'y aura pas, et ça sera ma conclusion, il n'y aura pas de succès dans le développement durable si nous ne sommes pas capables de travailler tous ensemble à travers toutes les innovations que j'ai décrites. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais le point positif, c'est que moi je pense qu'on va y arriver. Voilà. Merci. Des questions. On va prendre quelques questions sur 3-4 minutes avant la conclusion de Jean-Michel Charpin. Allez-y, je vois un doigt se lever, il faut lui donner un micro. On va vous donner la parole tout à l'heure. Allez-y. Bonjour, Rémi de Tonac. Je suis le patron de Inside Secure, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une société dont le siège est à Aix-en-Provence. Leader mondial des puces qui vont dans les téléphones mobiles, les puces technologie NFC. Success story française, on peut le préciser. Voilà, société de 350 employés et 500 et quelques brevets, d'où financée depuis 15 ans par le venture capital de partout dans le monde,
Chine, États-Unis, Israël, France, Angleterre, et qui a fait son introduction en bourse au début de l'année. Alors ma question reproche, Jean-Michel Charpin, comment pouvez-vous organiser un débat sur l'innovation avec autant de participants légitimes, tous légitimes, j'insiste, et sans un seul membre du venture capital, de l'entrepreneuriat? Comment pouvez-vous faire ça? Quand j'ai lu le panel, je me suis dit, c'est pas possible. Et imaginez ce que ça aurait été s'il y avait eu Stéphane Richard et Philippe Varin. Voilà. Donc, et je voulais dire, Clara Guimard, vous avez dit « Small is not always beautiful ». Et c'est vrai que small n'est pas la seule chose qui est beautiful. Mais small is beautiful. Indéniablement, on sait que $1 investi par le venture capital dans une start-up crée 3 fois plus d'emplois et de valeur ajoutée que $1 venant d'une grande entreprise. C'est un modèle que la pharma connaît extrêmement bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation dans les grandes entreprises, bien évidemment. Alors ça, c'était ma question reproche. Je voudrais faire un commentaire politiquement incorrect. Très rapide, hein, vraiment, oui. On ne peut pas... Oui, je sais, mais c'est quand même les rencontres économiques, non? Ça dépend pas de moi, je suis désolé. Donc, le commentaire politiquement incorrect, je crois que, regardez le monde, Californie, Israël, c'est les 2 endroits où il y a le plus d'innovation. Ce qui est politiquement incorrect dans ce que je vais dire, c'est qu'il y a un facteur génétique dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat qui est très très fort, et ça vient d'endroits où il y a eu plein de pionniers. Les pionniers aux États-Unis, la conquête, la ruée vers l'or et les pionniers en Israël. C'est quelque chose que l'on n'a pas assez en France. On a l'invention, on n'a pas assez l'entrepreneurship. Et l'autre point, c'est qu'il y a un tropisme incroyablement fort dans ce monde globalisé dans lequel on vit, vers ces régions. Les 2/3 des entreprises créées en Californie sont créées par des Taïwanais, des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, etc. Pour terminer sur une note positive, avant que vous me répondiez, on a la chance d'avoir en France quelques clusters que vous avez cités. J'ajouterai celui de la carte à puce des transactions sécurisées dans cette région, où on a Gemalto, ex-Gem+, ST Micro, plein d'autres, dont nous. Et il faut continuer effectivement à les encourager, ces clusters, avec des pôles de compétitivité. Merci. On va demander à Jean-Michel Charpin de répondre et de conclure en même temps. Jean-Michel Charpin. Je réponds à la question qui m'a été posée. Pour être franc, nous avions une firme de venture capital initialement dans le panel. Et avec un peu de lâcheté, en fait, quand il s'est désisté, il y a 3 jours, comme on était déjà très nombreux, on n'a pas cherché à le remplacer, mais je reconnais que c'est une des dimensions importantes de l'innovation. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas, maintenant? Une toute dernière question et vous serez obligé de conclure en 30 secondes, Jean-Michel, je vous préviens. Allez-y. Jean-Jacques Alexandre Suiris, arbitre en droit interne. Une question à Madame Clara Guimard. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du principe de précaution rapproché à l'innovation en tant que petit obstacle ou gros obstacle ou non-obstacle? Je ne suis pas juriste, donc vous saurez certainement mieux répondre à cette question que moi. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas assez la culture du risque en France, que ça commence dès l'école. Je veux dire une banalité, mais on ne sait pas aujourd'hui accepter l'échec et que le risque, c'est d'abord pouvoir intégrer l'échec et que le principe de précaution va à l'encontre de cette culture d'échec. Je voudrais en profiter pour dire un mot à monsieur. Vous avez parfaitement raison, le small is beautiful, mais je ne voudrais pas ce que je voulais dire, c'est que comme on attaque beaucoup les grandes entreprises, je voulais dire que les grandes entreprises ont aussi leur utilité. Mais small is beautiful, et c'est d'autant plus vrai que nous-mêmes, nous avons aujourd'hui un centre de recherche en Israël, et dans ce centre de recherche, nous ne cherchons rien, sauf que nous regardons autour de nous les technologies et les entreprises dans lesquelles on peut investir pour faire du capital risque, pour faire du venture capital, leur permettre de grandir et développer des technologies qui sont adjacentes aux nôtres, qui les permettront de grandir et nous aussi de grandir avec elles. Donc nous aussi, dans les grands groupes, on doit avoir une attitude extrêmement humble vis-à-vis de l'innovation, puisqu'elle se passe partout ailleurs, partout, chez nous et ailleurs. Merci. Pardon à ceux qui n'ont pas pu poser de questions, pardon aux autres intervenants qui n'ont pas pu répondre. Jean-Michel, votre conclusion rapide, merci. Oui, en 30 secondes, puisque c'est ce que Nicolas me demande. Premièrement, j'étais très frappé que les tendances qui se dégagent des différentes interventions, à la fois
en matière de conditions et de politiques favorables à l'innovation sont finalement assez consensuelles, et au-delà des différences qu'il y a entre les différents secteurs. Deuxième remarque, il me semble que les stratégies d'entreprise et les politiques publiques ont en fait bien intégré les tendances qui ont été décrites. Et donc, on peut avoir le sentiment que si les déséquilibres monétaires et financiers considérables qui affectent actuellement l'économie mondiale étaient résorbés, eh bien, ce n'est pas d'un manque d'innovation que le développement économique souffrait, ou en disant en sens inverse, que les innovateurs sont là, qu'ils sont prêts à faire redémarrer la croissance dans nos pays dès lors que les conditions financières seraient résolues. Et enfin, donc ça donne de bonnes perspectives finalement de rebond des pays développés. Et si quelques pays supplémentaires comme la Chine, dont il a été question, s'invitent au club, eh bien finalement je dirais pourquoi pas, et c'est même probablement une bonne chose. Merci. Merci à tous.